سماء زرقاء، شاطئ ذهبي، حرارة ناعمة، ورود بلا نهاية، أسطح ملونة تلهم المارة، ولا ننسى الأزقة المليئة بالأطفال الذين ينشدون الحياة. هنا غزة، مدينة عظيمة رغم كل شيء. هنا كل شيء عاطفي، حتى الأرصفة لديها رغبة بأن توقفك حتى تروي لك قصص حروب ومغامرات. Donc Véronique Holbeck, effectivement co-auteur du livre Jean de Gaza. Annie Vera, co-auteur également du livre Jean de Gaza. Alors moi je suis Jean-Guy Grenzamer et je suis membre de l'équipe d'animation de BDS au niveau francilien et au niveau national aussi. Et je m'appelle donc Franck Mera, co-auteur aussi du livre avec deux co-auteurs, et aussi co-réalisateur du film Jean de Gaza qui est inclus dans le livre. Donc, le livre lui-même s'appelle Jean de Gaza, Vivre dans l'enfermement. Témoignage 2011-2016. Le film lui s'appelle juste Jean de Gaza et par contre il a été traduit en 12 langues en tout, dont le turc, le persan, l'hébreu bien sûr, etc. Arabe aussi, oui. Ah ben, tu l'as oublié. Là il n'a pas été traduit, c'était essentiellement l'original. Bien, ben c'est moi qui ai la parole maintenant, donc je vais commencer aussi par des remerciements et notamment remercier la librairie Tropique qui nous accueille ce soir pour effectivement présenter notre livre, mais également pour parler de Gaza, puisque ça va être notre principal propos ce soir. Gaza qui est juste de l'autre côté de la Méditerranée, hein, on partage la même mer, Gaza qui est à la fois tout près finalement et puis si loin. Et voilà. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui connaissent déjà la situation, mais on va quand même rappeler un certain nombre de choses, que Gaza, et rappeler la première chose, que Gaza fait bien partie de la Palestine, même s'il n'y a pas de continuité territoriale avec la Cisjordanie et Jérusalem, Jérusalem qui est à trentaine de kilomètres de Gaza, ne serait-ce donc pas très loin. Mais Jérusalem qui est inaccessible malgré tout aux Gazaouis. Rappelez aussi que Gaza, c'est un petit territoire, c'est 40 km de long sur 10 de large dans la plus grande largeur, hein. En réalité c'est plutôt 8 avec la mer Méditerranée à l'est, à l'ouest, la frontière israélienne au nord et à l'est, et au sud l'Égypte. Depuis 10 ans maintenant, 2 millions de personnes sont enfermées à Gaza. C'est-à-dire vraiment c'est enfermé puisqu'il y a un blocus de Gaza. Et l'armée israélienne déverse des tonnes de bombes tous les 2 ans environ, 2009, 2012, 2014. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a eu des bombardements également ce matin sur la bande de Gaza. Donc ça, c'est pas des bombardements massifs dont on n'entend pas nécessairement parler, mais il y a aussi ces bombardements. Et de fait, sans que effectivement la communauté internationale ne réagisse vraiment, et ne trouve quoi que ce soit à redire ou intervienne réellement. On parle souvent de l'impunité d'Israël, mais c'est une réalité aujourd'hui du fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau international. Donc du fait du blocus israélien qui dure depuis 10 ans, comme je le disais, avec la complicité de l'Égypte, puisque l'Égypte ferme également sa frontière de Rafah et a détruit les tunnels donc, qui permettaient d'alimenter en partie Gaza. Mais aussi la complicité des puissances occidentales, et puis aussi des puissances arabes qui restent quand même silencieuses par rapport à ce qui se passe sur Gaza. Eh bien la population est empêchée de sortir, et les internationaux, les militants internationaux comme nous, sommes également empêchés d'y entrer. Et donc à l'exception des grands massacres dont j'ai parlé, 2009, 2012, 2014, les médias, et notamment les principaux médias français, ne vont pas à Gaza, ne sont pas sur place. Donc on entend finalement peu parler de Gaza, à l'exception de ces grands massacres. Et donc notre propos avec notre livre, ça a été effectivement de témoigner, de combler un peu ce vide, enfin avec
de façon humble, hein, bien évidemment, et avec nos témoignages collectifs. Alors quand je dis collectif, on est effectivement 6 co-auteurs de militants du mouvement de solidarité avec la Palestine, BDS, UJFP et AFPS. Et donc nous, jusqu'en 2014, pardon, chacun de nous s'est rendu à Gaza à plusieurs reprises, en passant par Rafah, la frontière sud, frontière avec l'Égypte. Nos derniers séjours en 2016, par contre, ça a été plus compliqué. On a mis 18 mois à obtenir les autorisations. On a fait 18 mois de démarche pour obtenir les autorisations nécessaires pour aller à Gaza. Et finalement, avec le soutien du consulat de France à Jérusalem, nous avons pu passer effectivement en mars 2016 pour ce qui concerne Annie et moi et Sarah, et un deuxième séjour pour Sarah et Pierre donc en juin 2016. Et depuis, les portes sont hermétiquement fermées, on ne passe plus, voilà. Vous êtes passé par Erez. Oui, par Erez, oui, cette fois-là on est passé par Erez. Par Rafah au sud avec l'Égypte, c'est complètement Oui. verrouillé. Donc voilà, les portes sont fermées pour les internationaux, mais elles le sont aussi pour les Gazaouis, et c'est ce qui est encore plus dramatique pour eux, puisque effectivement Rafah, puisque c'est le passage hein, quand même pour la plupart des Palestiniens, Rafah est fermé depuis, enfin je crois que ça a ouvert 3 fois depuis le début de l'année, donc 3 fois 3 jours en gros, hein, depuis janvier 2017, donc ce qui est quand même pas beaucoup. Donc les files d'attente grossissent, à tel point d'ailleurs qu'il y a un bureau pour s'inscrire, pour prendre un ticket d'attente, et là les bureaux sont fermés à Gaza, ils ne prennent plus les demandes pour sortir parce qu'il y a trop de demandes vu que Rafah reste fermé. Puis je ne vous parle pas de la frontière avec Israël qui reste ouverte pour un certain nombre de catégories de personnes, hein, et même les malades, généralement c'est pour les malades, mais même les malades c'est encore compliqué pour les faire passer par Erez. Donc nous avons voulu témoigner avec notre livre de ce que nous avons vu. Nous avons voulu surtout déjà démonter un certain nombre de lieux communs que l'on entend sur Gaza, hein, terrorisme, obscurantisme, dictature, assistanat. Donc on a voulu un peu démonter cela et surtout montrer avant tout comment la société de Gaza, comment elle se maintient, comment se tissent les solidarités, comment dans les pires conditions la population arrive finalement à vivre, à survivre, on pourrait dire, à produire, à étudier, à parler librement, puisque une parole qui est libre à Gaza, relativement quand même, et quand c'est possible aussi de faire la fête. Alors il se trouve que là c'était la fête de l'Aïd, peut-être vous avez vu aussi des images avec des distributions de bonbons pour les enfants, ainsi de suite, donc il y a quand même tout ça aussi à Gaza. Enfin à Gaza il y a de la vie, malgré tout il y a de la vie, même si c'est très compliqué que ça l'est de plus en plus, hein, pour en reparler, et notamment aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, avec les restrictions encore plus sévères en approvisionnement d'électricité, plein de conséquences, mais aussi avec les problèmes de l'eau, enfin tous les problèmes, mais malgré tout il y a de la vie à Gaza. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans notre livre. Et ce qu'on a voulu dire aussi, c'est ce que les gens de Gaza, enfin ce que les Palestiniens d'une façon générale attendent de nous, nous, société civile, internationaux, militants, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors c'est vrai qu'ils attendent que l'on témoigne, et bien évidemment ils nous disent venez à Gaza, ou venez en Cisjordanie, mais enfin, en tous les cas venez à Gaza pour voir et pour quand vous rentrez témoigner. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est un outil en tous les cas, c'est de faire fonctionner le BDS. Donc c'est avec Jean-Guy pourra en parler. Donc c'est effectivement ce qui nous répond, BDS partout et tout le temps. Donc l'attente des Gazaouis, elle est avant tout politique, avant même d'être humanitaire, parce que c'est vrai qu'on voit effectivement beaucoup d'actions, un certain nombre d'actions humanitaires envers Gaza, ainsi de suite. Ok, c'est vrai que c'est important, mais c'est avant tout une demande politique qui s'inscrit dans, en tous les cas, notre solidarité, qui veut dire que l'on refuse aussi l'occupation israélienne, on refuse de voir aboutir finalement
alors je dirais le rêve sioniste, peut-être je peux le dire comme ça, d'expulser les Palestiniens de leur terre de Palestine. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a voulu montrer et signifier. L'épuration ethnique. Voilà, au travers de notre témoignage. Voilà, je m'arrête pour cette présentation qu'on m'a demandé de faire courte. Donc, ah non, vous avez. C'est la présentation, c'est juste pour laisser un peu de place ensuite au débat. C'est tout. Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé de présenter en détail et d'informer. Voilà, donc on va... Non, mais peut-être qu'il y a d'autres interventions parmi les autres auteurs, non, c'était votre porte-parole collectif. Oui, si je peux quand même dire, par rapport à l'historique lui-même, au départ, donc, il y a eu au départ une rencontre avec une rencontre personnelle avec un étudiant gazaoui, Ayman Queder, qui étudiait en Espagne et puis après en France, qui a d'ailleurs participé à un certain nombre de réunions de soutien pour la Palestine en sillonnant la France. Et on est devenus vraiment amis. Et quand il a pu rentrer à Gaza, moi j'ai pu y aller aussi. Et l'idée de base, c'était de filmer la résistance non violente à Gaza. Ça peut paraître étrange, mais la résistance non violente, elle est énorme à Gaza, ne serait-ce que le fait de tenir. Et donc le film s'est fait en début 2013, donc c'est déjà assez longtemps. C'était 5 semaines après les agressions de novembre 2012. Il s'est fait, il a été traduit. Et c'est vrai que c'est à Gaza même que j'ai rencontré pour la première fois Sarah Katz, qui elle a passé plusieurs fois des longs mois là-bas, qui était là-bas en novembre 2012, justement, sous les bombes. Et puis on s'est recroisés depuis un certain nombre de fois. Elle a suivi les développements du film. Autant dans le livre, c'est nous qui parlons, autant dans le film, autant que possible, on a laissé les Gazaouis, surtout les femmes, enfants, des jeunes, s'exprimer. Donc on avait une idée de poursuivre, de développer au-delà du DVD lui-même quelque chose de plus concret. Et ça a germé l'été dernier, et donc Sarah a proposé qu'on travaille tous ensemble. Et donc le livre a l'intérêt par rapport au film qu'il est beaucoup plus factuel, qui donne des éléments très précis sur les différents aspects de la société civile. Le film, c'est plus un aspect émotionnel et de témoignage. Il faut comprendre le fait que quand les Palestiniens disent « parlez de nous », à l'étranger, c'est qu'effectivement ils ont un grand besoin. Bon, ils se sentent complètement enfermés, isolés, surtout les Gazaouis, mais finalement les Palestiniens de Cisjordanie c'est pareil, c'est un autre type d'enfermement, mais c'est plus... Voilà. Donc ils sont enfermés, donc il y a effectivement l'envie de communiquer avec l'extérieur. C'est une envie dans les deux sens. Ils ont aussi envie, bon, les jeunes ils ont aussi envie beaucoup de recevoir de l'extérieur. Ils reçoivent d'ailleurs, parce qu'il y a quand même Internet à Gaza. Donc il y a cette dimension-là, et puis il y a aussi une autre dimension, je dirais plus politique, où les jeunes palestiniens, entre eux gazaouis, se rendent bien compte que en anglais on dit « the narrative », le récit collectif israélien est extrêmement puissant, extrêmement dominant, et que quelque part le propre récit collectif palestinien il est un peu en carence, il a été happé par des images complètement trompeuses, etc. Donc il y a cette volonté aussi de reconstruire, pas seulement leur discours, mais du coup leur culture, avec leur héritage de tradition, mais avec la volonté d'aller plus loin aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, le DVD est un petit élément de parole collective des Palestiniens, mais le livre apporte un regard beaucoup plus exhaustif. Oui, j'aurais envie de rajouter que sur la demande que nous font les Palestiniens, ils savent très bien qu'au niveau du rapport de force avec Israël, ils ne feront pas le poids. Donc ce qu'ils nous demandent aussi, c'est d'intervenir auprès de nos gouvernants occidentaux pour qu'il y ait des réponses, des sanctions, Jean-Guy va nous en parler, mais ils savent que ça passera par là, par notre parole auprès de nos gouvernements et nos actions et nos pressions. Voilà, bon, je rajoute d'abord, pour compléter ma présentation, que je suis également membre de l'Union juive française pour la paix, là, mais j'ai été invité ici surtout pour m'exprimer sur BDS, et je précise que d'autres camarades militants actifs de BDS sont dans le public. Voilà, donc BDS, boycott des investissements, sanctions contre Israël, jusqu'à ce qu'Israël se conforme au droit international, répond à l'impunité d'Israël parce que l'histoire montre que
qu'un État colonial ne cesse pas sa politique comme ça s'il n'est pas sanctionné. Et tant qu'Israël ne sera pas l'objet de sanctions sévères, ce pays continuera sa politique. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Voilà. Et au niveau international, Israël joue là-dessus avec ses chantages ignobles à l'antisémitisme, faisant croire à l'opinion publique internationale que oui, Israël, c'est pas pareil que les autres États, qu'il y a les menaces de résurgence d'un génocide, etc. Ce sont des propos absolument ignobles. Si l'on veut rendre service à toute population, que ce soit la population palestinienne ou la population juive, il faut traiter Israël comme tout autre État. Donc la campagne BDS a été lancée par les Palestiniens eux-mêmes en 2005, après que le point de vue de la Cour internationale de justice condamnant le mur d'apartheid, après que cela soit resté sans effet, donc la société civile palestinienne a lancé ce mouvement BDS qui se fixe 3 objectifs. Premier objectif, mettre fin à l'occupation, à la colonisation, au mur. Deuxième objectif, obtenir l'égalité des droits pour les Palestiniens qui vivent en Israël, parce qu'il faut savoir que 20% de la population en Israël, c'est une population palestinienne, et que les Palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone, qui subissent des répressions très sévères hein, dans leur résistance. Et le troisième objectif, qui est très important, c'est le droit au retour des réfugiés. La moitié de la population palestinienne, c'est une population de réfugiés, et il n'y aura pas de paix juste tant que ce droit au retour ne sera pas pratiqué. Ce droit, il est inscrit dans le droit international, hein, c'est pas quelque chose comme ça qui viendrait en plus. Voilà, donc le mouvement BDS s'est développé depuis 2005 sur la base de ces 3 objectifs. Il s'est répandu dans beaucoup de pays, en Europe, en Angleterre, en Suède, en Italie, en Espagne, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine aussi. C'est répandu aussi au Japon, en Australie, au Maroc, etc. En France, le mouvement BDS a pris son essor à partir de 2009, et il y a une cinquantaine d'associations nationales qui ont rejoint le collectif BDS, parce que c'est un collectif d'associations, BDS, et il y a aussi une cinquantaine de collectifs locaux qui ont rejoint BDS. Voilà, alors donc BDS a remporté beaucoup de succès. Israël est de plus en plus isolé dans l'opinion publique internationale. Israël, on peut dire, a perdu la bataille de l'image, hein, ce pays qui voulait se faire passer pour un pauvre petit pays agressé par des méchants terroristes. Ça ne marche plus, les gens ne sont plus dupes, savent très bien que l'objectif d'Israël, c'est de mettre fin à l'existence du peuple palestinien en tant que peuple. Il n'y a plus que la classe dirigeante française qui ne soit pas au courant. Voilà, donc il y a et non seulement, voilà, puis en plus en France, donc il y a des mesures répressives, pas seulement en France, hein, mais en France il y a la fameuse circulaire Alliot-Marie qui demande aux procureurs, aux tribunaux de poursuivre les militants BDS. Bon, malgré ça, BDS a continué de se développer. Sur quelle base juridique? Sur la base de la discrimination, de appel à discrimination. Et en plus de ça, dans la circulaire, il est sous-entendu qu'on appellerait à boycotter les produits cachers, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et
par ailleurs, il y a eu 2 procès de militants BDS qui ont été perdus, mais il y a un appel auprès de la Cour de justice européenne. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup plus d'autres procès qui ont abouti à des relax. Parce que, fort heureusement, dans notre pays, il y a quand même encore des juges qui ont une conscience professionnelle, qui ont un sens du droit et de la justice, et puis qui ne rentrent pas systématiquement dans cette politique de condamner les militants de BDS. Malgré les encouragements d'Hidalgo, de Pécresse et compagnie. Oui. De NKM, Valls. Il faut voir qu'il y a aussi des plaintes qui ont été posées par des trucs complètement fluxionnistes. Oui, Il faut que tu en parles. Oui. Et il faut savoir qu'en France, il y a... dans la loi, le BDS n'est pas interdit. Voilà, non, absolument. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça. De nous faire croire. C'est impossible d'interdire BDS, parce que interdire BDS... Il y a des tentatives, y compris d'Hidalgo, en particulier, pour essayer de criminaliser le BDS. C'est antisémite. Des tentatives récurrentes de la part d'Hidalgo et des autres. Elle, c'est la plus proche de nous, mais... ou Pécresse, ou NK. Enfin, les élus parisiens sont assez volontiers sur cette tonalité agressive absolument. De criminalisation du BDS. Voilà, donc nous, à ça, on répond que BDS, c'est d'abord c'est un mouvement pour le droit, alors c'est quand même paradoxal d'interdire un mouvement qui justement se bat contre le racisme, pour le droit, pour la justice, contre une politique justement qui bafoue le droit international. Il y a un point, excusez-moi, que ce serait peut-être bien que vous développiez, c'est que BDS s'appuie sur une expérience historique que les plus jeunes ne connaissent pas, mais notoire, c'est pour ça qu'on évoque l'apartheid. C'est que l'Afrique du Sud, l'apartheid, l'immonde système raciste qui existait en Afrique du Sud a été vaincu par un boycott mondial. De manière absolument pacifique et qui a été extrêmement efficace et avec quand même d'énormes analogies avec ce qui se passe en Israël et avec des perspectives d'obtenir des résultats rapides si justement la communauté internationale précisément se mettait sérieusement à faire appliquer ce boycott sur le modèle de ce qui avait été pratiqué en Afrique du Sud jadis. Absolument, et par certains côtés, la politique israélienne est encore pire que la politique sud-africaine. Tout comme le boycott qui avait contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, ce boycott, il a plusieurs volets, un volet économique, un volet sportif, syndical, et il y a aussi le boycott culturel. Et dans BDS, il y a 3 termes, boycott, désinvestissement, sanction. Donc le boycott, c'est le boycott économique, on appelle à boycotter tous les produits d'Israël, pas seulement ceux qui proviennent des colonies, mais il est bien entendu que pour gagner des victoires, il est parfois plus commode de s'attaquer à des produits des sociétés qui sévissent dans les colonies israéliennes, mais ça ne veut pas dire qu'on concentre le boycott uniquement contre les colonies, puisque comme je l'avais dit, l'objectif du BDS... Les colonies toutes illégales, il faut peut-être le rappeler, totalement illégales. Totalement illégales, et l'objectif donc du BDS, il est triple, il n'est pas seulement par rapport aux colonies, mais aussi l'égalité des droits pour les Palestiniens qui vivent en Israël, et le droit au retour des réfugiés. Voilà, alors donc le boycott économique vise toute une diversité d'entreprises israéliennes, et là j'ai apporté une liste d'entreprises israéliennes sur la vidéo que vous pourrez mettre, présenter. Je les passerai après. Oui, sur la vidéo, voilà. Le boycott sportif, bon, dans tous les boycotts comme l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, le boycott sportif, ça avait joué un rôle important. Et là, je vais donner un exemple. Il y a eu une équipe israélienne, le Bétar, qui est particulièrement raciste, qui était venue pour un match avec l'équipe des Verts de Saint-Étienne.
Bon, le match lui-même n'a pas pu être empêché, mais il y a eu une mobilisation importante devant le stade, et y compris à l'intérieur du stade. C'est-à-dire qu'il y a des supporters de l'équipe de Saint-Étienne qui ont développé une banderole pendant le match, accusant l'équipe israélienne, le Bétar, de racisme. Et ça a eu un poids, ça a eu un effet. Voilà. Alors je voudrais insister sur un boycott qui parfois est un peu négligé dans l'opinion publique et qui pourtant fait mal à Israël. Il s'agit du boycott culturel. Parce que Israël se sert de la culture pour détourner l'attention des gens de sa politique. Et donc veut avoir l'air d'être un État ouvert aux dissidences, un État comme un autre, alors qu'en réalité, la culture leur sert à se blanchir de leurs crimes. Hein, et donc ça fait mal à Israël quand on boycotte des troupes artistiques ou des artistes qui viennent envoyés par Israël même. Parce que je veux préciser quand même, on n'appelle pas à boycotter les artistes en tant qu'artistes individuellement, mais on les boycotte. Ceux qui, quand même assez nombreux, eux-mêmes s'inscrivent dans un combat de défense des Palestiniens. Il y a des artistes oui, mais tous ceux qui viennent en étant aidés par des financements du ministère de la Culture israélien, parce qu'il faut savoir que dans ce cas, ils doivent signer une charte dans laquelle ils s'engagent à défendre l'image d'Israël, etc. Donc cela, si. Voilà. Cela, oui, voilà. Et donc je vous recommande le livre, j'ai pris 3 exemplaires, mais peut-être est-il en vente ici, de Armel Laborie et Yann Sivan. Oui, j'en ai un exemplaire. Voilà. J'ai oublié d'en prendre plus. J'en ai 3, on en a 3, on en a 3 autres qui expliquent bien. J'en ai un. Qui explique bien justement la politique d'Israël en matière de culture vis-à-vis des pays étrangers n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Israël avait comme politique de se faire passer comme pauvre État attaqué par les terroristes, tout ça. Maintenant, la façon dont ils utilisent la culture, c'est de propulser des choses qui plaisent aux gens, hein, au niveau médiatique. Genre Macron. Qu'Israël, oui, voilà, qu'Israël, c'est un pays agréable, où il fait bon de faire du tourisme. C'est un pays ouvert au LGBT, là, voilà, et donc ça sert également pour branchir Israël de ses crimes. Donc c'est cette politique-là qui est développée. Alors ce que je veux dire, là, je ne veux pas intervenir non plus trop longtemps pour laisser part aux discussions, c'est que contre cette politique, il y a une résistance très importante, hein. Il y a une résistance d'abord au niveau mondial, hein, par exemple les gouvernements irlandais, néerlandais et suédois ont déclaré ouvertement que BDS relève de la liberté d'expression. La personne au niveau de l'Union européenne qui est responsable des affaires internationales, Federica Mogherini, a également dit que BDS relève de la liberté d'expression. Il y a des grosses associations comme la Ligue internationale des droits de l'homme, Amnesty International, la LDH en France, etc., qui se sont également exprimés dans ce sens-là. En France même, il faut quand même savoir qu'il y a 4 communes, 4 municipalités qui ont exprimé des vœux dans le sens du BDS. Ce sont les municipalités de Bondy, Ivry, Saint-Pierre-des-Corps et Clermont-Ferrand. À laquelle vous pouvez ajouter maintenant le village Pernetti. Voilà, le village Pernetti, c'est au cœur du 14e. Voilà, donc Israël essaye de faire criminaliser BDS dans les pays européens, dans la France bien sûr, et cette tentative de criminalisation a été mise en échec récemment en Grande-Bretagne par le tribunal administratif de Grande-Bretagne
qui a dit que les communes La Cour suprême. Aussi, enfin il y a eu les deux, il y a eu les deux, les communes peuvent librement appeler au boycott dès lors que ça vise une politique qui est condamnée au niveau international. Donc c'est un premier échec. Un deuxième échec, le gouvernement espagnol a dit lui aussi qu'il n'y a pas de raison de criminaliser le BDS. Et récemment également, il y avait une disposition au niveau du Parlement en Suisse, une proposition pour redéfinir l'antisémitisme, une redéfinition qui inclurait les critiques d'Israël dans l'antisémitisme. Et le Parlement suisse a fait retirer cette proposition d'inclure la critique d'Israël. Donc il y a... Il a été adopté par le Parlement européen, non? Oui, quand même. Alors voilà, par le Parlement européen, voilà, il y a... Ça, c'est grave. Et bon, mais c'est pas... Bon, c'est grave, hein, il faut se battre contre, mais c'est pas quelque chose qui est résolutoire, quoi, qui sera forcément appliqué, c'est juste comme ça. Voilà, mais effectivement, il faut se battre contre, et puis en France, il faut continuer à se battre contre la circulaire Alliot-Marie, pour le droit de porter les t-shirts BDS. Hein. D'un point de vue concret, je vais passer la parole ensuite, évidemment, mais moi j'avais une question immédiate, pratique. Oui. C'est que soutenir le BDS, c'est tout simplement boycotter les produits dont on a parlé, israéliens, apparentés au sionisme de manière directe ou indirecte. Concrètement, c'est à la portée de n'importe qui, en allant faire ses courses, en faisant ses choix divers de consommation. Et c'est évidemment ça qui est le plus menaçant, parce qu'à partir du moment où ça prendrait de l'ampleur, où il y aurait une diffusion de plus en plus large, une identification de ces produits, évidemment, l'effet dissuasif et l'effet donc politiquement efficace pourrait être très menaçant. Donc, concrètement, là c'est une question. Je sais qu'il y a toute une série de méthodes qui sont appliquées par les militants du BDS, qui font circuler toutes sortes d'informations, de pratiques, de méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors d'abord, je voulais dire qu'il y a eu des succès. Important, que les multinationales, la multinationale française Veolia, suite aux mobilisations qu'on a développées, pas seulement en France, hein, bien sûr, la société qui avait des interventions dans les colonies s'est complètement retirée d'Israël. Il y a aussi la société de téléphonie Orange, qui s'est retirée des colonies, où elle avait un partenariat avec une société israélienne. Donc je veux insister sur le fait qu'il y a des succès. Quoi. Il y a déjà des résultats. Voilà, il y a déjà mais pour en obtenir davantage. Pour en obtenir davantage. Que sur le volet des... donc, si je puis me permettre, sur le volet... des investissements quand même, parce que c'est vrai que le volet boycott en lui-même, bon, il a son importance, mais le volet des investissements, je crois que c'est quand même celui qui est le plus puissant, puisqu'il attaque directement, je veux dire, des grandes entreprises et qui là rapportent, enfin, ou ne rapportent plus, je dirais, dans les caisses d'Israël. Donc c'est vrai que sans négliger de toute manière le B, le D, le S, hein, on attend quand même le S, hein, sanction, on l'attend celui-là. Mais sur le désinvestissement, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre comme tu le dis, de succès. Et il y a encore des campagnes en cours, hein, la campagne banque par exemple, qui est quand même une campagne importante, hein, qui peut faire bouger aussi pas mal de lignes. Donc voilà, je pense que Voilà, alors dans les campagnes en cours, donc il y a la campagne contre les banques qui investissent dans des banques israéliennes qui servent la politique coloniale, et on est mobilisé par exemple aussi contre la société d'assurance AXA, qui par le biais d'une filiale a des parts dans la société d'armement Elbit System, qui a produit du phosphore blanc qui est interdit contre la population
de Gaza et qui produit également les drones tueurs. Donc on développe une campagne contre cette société. On était par exemple à l'assemblée annuelle de la société, on était intervenu devant avec banderoles, etc. Récemment, on a fait une intervention au salon de l'aéronautique du Bourget, où il y avait ces sociétés israéliennes, Elbit System, Raphaël aussi, et donc ce sont des interventions qui sont préparées minutieusement, parce que comme vous vous en doutez, on ne va pas mettre sur internet, nous allons intervenir samedi au salon du Bourget. Il y a des rendez-vous, une préparation, et finalement cette intervention elle a pu se produire malgré une mobilisation policière et militaire très importante. On était une bonne vingtaine, on a pu intervenir. La police n'a pas voulu carrément nous frapper. Après, elle nous a reconduits à la sortie, contrôle d'identité, tout ça. Mais ce que je veux souligner, c'est que ces interventions, qui ont peut-être un côté un peu symbolique, ce sont des interventions qui ont une efficacité parce qu'elles donnent du courage aux Palestiniens, qui après voient sur les vidéos ce qu'on a fait. Hein, voilà, et ça marque l'opinion publique. Voilà. Après, on a aussi la campagne la plus importante qui fait l'unanimité, et malgré que c'est pas demain la veille qu'on sera victorieux sur ça, c'est la campagne, l'embargo militaire contre le commerce d'armes avec Israël. Donc on fait régulièrement des interventions sur ça, et on essaye de contourner les interdictions quand il s'agit par exemple de la région parisienne, où il y a cette volonté donc, de la mairie de Paris et puis du Conseil régional d'Île-de-France. Il faut savoir quand même que les interventions BDS jusque-là continuent, on peut dire normalement, dans certaines régions, dans certaines villes, je ne sais pas moi, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Nîmes, dans d'autres villes aussi, les camarades continuent d'intervenir. Parfois même, ils disent avant qu'ils vont intervenir. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur des fonctionnaires, même des policiers, il y a des gens qui préféreraient avoir autre chose à faire qu'à réprimer les militants du BDS. Hein. Donc c'est quand même une dimension, mais même... Ils sont même venus à ma demande pour les protéger des éventuels marginaux. Ouais. Et ils étaient même en armes, là, j'ai dû expliquer que c'était pas du tout pour autre chose que pour éviter Non, parce que vous savez que il y a eu des confrères qui ont eu leur librairie saccagée à droite. Hein, oui. Donc, à titre de prévention, à chaque fois que je fais une intervention, c'était le cas même quand SL venait, je les prévenais, à toutes fins utiles. Alors, je vais dire un point important, là, c'est que il se trouve que l'an prochain, ça sera l'année d'Israël. Voilà. Tous les ans, c'est l'année d'un pays. Il y avait l'année de la Corée. L'an dernier, je ne sais plus quel pays c'était. Et 2018, il est prévu que c'est l'année d'Israël. Donc, il faut qu'on se prépare à ne pas laisser faire, à faire une année Palestine. Voilà. Puis voilà, le temps, voilà. ce sera également... donc, 70 ans de... D'ailleurs, je profite à propos d'année Palestine pour rappeler le succès des initiatives culturelles pour la Palestine. Hein. Par exemple, l'initiative Ciné-Palestine, qui a eu lieu, qui s'est terminée il y a quelques semaines, a eu un grand succès. Hein. Les salles étaient remplies, et étaient remplies souvent de gens qu'on ne connaissait pas. L'année dernière, pendant les Paris-Plage, l'initiative grotesque de Hidalgo, qui s'est fait ridiculiser, et avec l'énorme succès de l'action BDS. Voilà, BDS était là aussi. Bon, donc ça fonctionne. Voilà, et donc il y a un grand potentiel pour le BDS en France. À la fois, il y a un lobby sioniste agressif,
Mais en France, il y a une sensibilité à la question palestinienne. D'abord, la France, c'est le pays d'Europe où il y a à la fois le plus de juifs et le plus d'arabo-musulmans. Et ensuite, quand on intervient, on constate toujours une réelle empathie pour le peuple palestinien. Hein. Quand il y a des pétitions à signer, il y a tout de suite plein de gens qui signent les pétitions. Voilà, donc BDS peut continuer. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider par les gens qui veulent essayer de faire croire que BDS est interdit en France, qui veulent essayer de nous criminaliser. C'est un droit citoyen. Mais il y a une dimension de désinvestissement que tu n'as pas mentionné, qui n'est pas présente en France et qui est quand même assez développée dans les pays nordiques, en Hollande, au Danemark et en Amérique. Et en Amérique, c'est le désinvestissement des fonds de pension. Le plus grand fonds de pension, je crois que c'est néerlandais, le plus grand fonds de pension du monde a désinvesti des banques israéliennes, en Suède également. Aux États-Unis, il y a énormément d'universités, d'églises, à la fois anglicanes, protestantes et catholiques, des syndicats de profs donc leurs fonds de pension qui ont des investis. Et donc ça c'est quand même des milliards c'est des millions et des millions. Bientôt ça sera en milliards de dollars. Donc, parce que le système de sécurité sociale dans les autres pays est souvent différent. Là il reste encore un côté un peu collectif en France. Tout n'est pas complètement privatisé. Mais pour l'instant, avec Macron ça risque de pas durer. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans des pays comme les États-Unis et beaucoup d'autres pays, donc les fonds de pension, ça brasse des sommes vraiment énormes. Oui, et on en parle beaucoup moins que les sanctions contre l'immonde Poutine, les abominables totalitaires Ruskov. Alors je vais donner un autre exemple aussi, c'est le succès du BDS aux États-Unis. Souvent les États-Unis sont présentés, ce qui est vrai, comme le principal soutien d'Israël. En même temps, dans ce pays-là, il y a un mouvement BDS important, notamment dans les milieux universitaires. Et ça a vraiment fait peur à Israël. Ils essayent d'envoyer des conférenciers pour expliquer qu'Israël c'est un pays bien, tout ça, voilà, mais ils se font mal recevoir. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'aux États-Unis, il y a un pôle de population juive pour BDS qui est très important, qui représente des milliers de gens. La moitié des juifs des États-Unis, d'abord, sont plus attachés à leur vie aux États-Unis qu'ils ne sont attachés à Israël. Et une proportion, presque la moitié des juifs des États-Unis trouvent que BDS est légitime. Donc, c'est difficile de les traiter d'antisémites. Voilà. De la même manière qu'il est difficile de vous traiter d'antisémites ou de toutes sortes de... C'est la haine de soi. Voilà. Oui, la haine. On va passer tout de suite aux questions. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à préciser? On peut peut-être juste dire que BDS, puisqu'on fait le lien avec BDS et Gaza, BDS existe à Gaza, ils ont une association, c'est des gens qu'on a rencontrés, ils ont des locaux, et pour eux, donc ils nous encouragent fortement à agir dans ce sens, en sachant que pour eux, BDS c'est difficile, parce que s'ils ne mangent pas les produits israéliens, s'ils n'utilisent pas les produits israéliens, ils ne mangent rien, dans la mesure où leurs oliviers ont été détruits, leurs cultures sont très difficiles à exploiter puisque régulièrement les chars rentrent et bousillent les champs, voilà. Donc à la fois ils nous disent on compte sur vous pour BDS, nous BDS c'est difficile parce qu'on est un marché captif et voilà, on ne peut pas. Alors on va passer aux questions. Je ne sais pas qui veut lancer, il y avait plusieurs questions là. Oui. Moi, je trouve comme un mouvement très très bien. Et comme vous avez dit, ça marche très très bien aux États-Unis et dans les pays européens, et même ici en Jordanie et à Gaza, et dans certains pays arabes aussi. Mais il y a quelque chose, il faut faire très attention, qui ne confronte pas dans la tête
des militants qui soutiennent la Palestine au niveau occidental, l'Amérique et partout, que c'est à la place de la militant quotidien de la Palestine. C'est-à-dire, elle remplace la lutte du peuple palestinien. C'est un des plusieurs luttes du peuple palestinien qui l'assume, le peuple palestinien, et qui assume le peuple palestinien sur place à l'intérieur de la Palestine, les Palestiniens de 48, Gaza, Cisjordanie et tout, et aussi les global militants mondiaux qui assument de leur pays. Parce qu'il y a la technique de la lutte palestinienne sur place différente qu'à l'extérieur. Alors il ne faut pas que les militants au niveau mondial confondent, c'est à la place de la lutte. C'est un soutien, c'est une... Non, c'est à la demande des Palestiniens. Et c'est à la demande des Palestiniens. Voilà. Mais ça ne se substitue pas à la lutte de libération en Palestine même. Voilà. Autre question? Bien sûr. Moi, je vous remercie beaucoup et je suis toujours partante avec toutes les associations qui luttent pour la un peu plus haute, mais j'aimerais bien en fait que vos organisations, vos associations mettent en circulation le film d'Eyal Sylvain, La route 180, parce c'est un film terrible. Et je pense que c'est le moment, si pour l'année prochaine il y a l'année Israël, on peut travailler ensemble pour faire ici ou dans les salles pour rediffuser encore le film. Je pense vous seriez capable et ça sera très bien. Moi j'avais une question perso, enfin une question générique, pour en revenir justement au livre que nous présentons ce soir, donc au DVD, au film inclus. Au final, il y a une conclusion, il y a une intentionnalité de l'ouvrage, c'est un témoignage, c'est de l'information aussi, mais à titre personnel, comme vous impliquez évidemment dans le livre, vous n'avez pas expliqué, enfin je pense que ça intéresserait les gens d'avoir une idée de votre conclusion personnelle sur cette production, cette activité éditoriale, ce qui vous a amené jusque-là et avoir ce petit ouvrage et ce DVD ici ce soir. Il y a la phrase de base qui est devenue un peu notre phrase fétiche, qui est quand on dit Gaza, Gaza ne nous quitte pas. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est dit par rapport à la force des rencontres que l'on fait sur place. Alors je ne dis pas que tous les gens là-bas sont nobles et dignes et debout en permanence, il y en a qui sont écrasés, mais ceux au moins qu'on voit, ils ont une dignité et une rigueur dans leur mode d'agir qui non seulement nous impressionne, mais nous forme. Donc il y a quelque chose comme ça. Et puis après, il y a, du coup, je me permets, la deuxième chose aussi, c'est que Gaza spécialement, la Palestine globalement, mais Gaza spécialement est un vrai laboratoire de contrôle des populations. Et que peu à peu, c'est ce qui nous arrive chez nous. Hein, voilà. Donc on a juste l'effet laboratoire ultime, les progressions actuelles de la technologie de surveillance qui sont développées là-bas à Gaza, et peu à peu après elles déferlent sur nous. Les bons produits high-tech israéliens. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait une différence entre Gaza et le reste de la Palestine, la Cisjordanie. On a eu l'impression, en tout cas moi j'ai eu l'impression que quand on dit on va en Cisjordanie, il y a une aura un peu, vous allez voir les Palestiniens. Quand on dit on va à Gaza, on sent beaucoup plus de réticence de la part des gens à qui on parle. Gaza, le Hamas, le terrorisme, des roquettes.
Et on a eu l'occasion d'y aller une première fois en collectif. Et là, on a eu vraiment une autre impression. Et notre désir d'y retourner, et d'y retourner encore quand ça sera possible, c'est justement, comme disait Véronique, de casser ces idées reçues sur les gens de Gaza qui seraient tous assistés à genoux, ou bien au contraire avec des kalachnikovs dans la main. Voilà, on n'a pas vu ça. On a vu des gens qui essayaient de vivre, des gens qui étudiaient, des gens qui étaient lettrés, des gens qui cherchaient du travail malgré un chômage terrible, surtout de la part pour les jeunes. On a vu des tas d'associations, toutes petites, des grandes associations, des petites associations de 5-6 personnes, d'étudiants diplômés qui sont au chômage, mais qui s'impliquent dans des associations pour faire du soutien scolaire, faire du soutien psychologique, travailler avec la parentalité, avec les parents. Voilà. Enfin, c'est un peu ça qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est qu'il y a la vie. Il y a de la vie, il y a de la force, il y a de l'énergie, même si aujourd'hui, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec en l'occurrence la crise d'électricité qui s'accentue et qui est un réel problème, parce que, enfin, imaginons-nous, hein, voilà, 2 heures d'électricité par jour. Pour les hôpitaux aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement la lumière, c'est les hôpitaux, effectivement, les bébés qui sont dans les couveuses qui peuvent plus fonctionner, les dialyses, ainsi de suite, les appareils, tous les appareils électriques, réfrigérateurs, toutes les denrées alimentaires qui sont mises à la poubelle parce que voilà, ça ne tient pas. Voilà, donc c'est vraiment une situation qui est dramatique. Et qui fait qu'aujourd'hui, nos amis palestiniens, puisqu'on est quand même en contact avec un certain nombre d'entre eux, même s'ils ont cette force, même s'ils ont cette énergie, aujourd'hui certains arrivent à dire la vie n'a plus de goût, parce que ils deviennent, enfin vraiment, ça devient difficile pour eux, même des gens qu'on connaît avec une énergie folle, ils souffrent, enfin vraiment ils souffrent, et on sent là depuis quelques mois que c'est vraiment quand même particulièrement difficile pour eux. Donc tout ce qu'on peut, et le livre, enfin, c'est un peu cette idée-là, c'est le livre d'essayer de montrer avec ce livre et cet ouvrage collectif, de témoigner de tout ça et de dire aussi allons-y, enfin, ne restons pas aveugles sur cette situation, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les médias ne sont pas quand même très présents sur cette question-là. Donc, on ne peut pas dire, on ne savait pas, enfin, comme on a entendu sur d'autres sujets, on ne savait pas. Voilà. Non, on veut que ça se sache, on veut que cette situation soit connue, et on souhaite, en tous les cas, que tous les militants et sympathisants, et voire au-delà, parce que bon, ceux qui sont déjà convaincus, je veux dire, on est déjà actifs et on fait un certain nombre de choses, mais au-delà de ça, effectivement, qu'un certain nombre le plus grand nombre, en tous les cas, essaie à chacun à son niveau, hein, de faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a les actions BDS, comme disait tout à l'heure Annie, aussi pression sur les gouvernements, c'est aussi participer à des campagnes de pétition, participer à faire entendre notre voix, et notre voix qui est de demander que le droit soit respecté à Gaza comme en Cisjordanie, en tous les cas en Palestine, ça c'est sûr, et en Jérusalem-Est également, puisque c'est pas aussi simple la situation là-bas. Voilà, donc notre travail en tous les cas, et c'est vrai qu'avec toute la matière qu'on a engrangée, c'est vrai que on est allé plusieurs fois, je le disais tout à l'heure, à Gaza, pour ce qui me concerne, je suis allée 4 fois, Annie est allée 3 fois, Sarah effectivement y a séjourné un certain nombre de temps. Je veux dire, avec toute cette matière-là, je veux dire, la garder pour nous, certes, on témoigne dans des soirées, ainsi de suite, mais voilà, je pense que le livre, il est aussi là pour rassembler tout ce qu'on a pu observer et donner la parole aux Gazaouis aussi, pour d'une certaine façon, puisqu'on a dans le livre, il y a un certain nombre de citations, hein, de Gazaouis. Donc voilà, donner nos observations, mais aussi la parole aux Gazaouis qui... alors juste j'en lis une, parce que c'est, voilà, pour reprendre un peu ce que je disais, hein, à la question « Comment va Gaza ?», notre interlocuteur répond « Gaza est sans espoir. Il n'y a pas d'instance pour régler les problèmes, qu'ils soient politiques, sociaux ou économiques. Les gens n'ont pas le choix, il faut vivre. » Voilà. Effectivement, c'est ça la réalité de Gaza. Tout est problématique à Gaza. Enfin, je veux dire, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit les terres, la pêche, les pêcheurs qui se font tirer dessus, les paysans qui se font tirer dessus sur la frontière à l'est, hein, on l'a vu,
limité. Je veux dire, l'eau qui sort du robinet complètement salée, voilà, qui est imbuvable, voilà. La mer qui est complètement polluée, donc je disais les pêcheurs qui sont tirés dessus, mais aussi la mer, le seul espace, je dirais, où les Gazaouis peuvent prendre un peu d'air, je dirais, c'est totalement pollué parce que avec les nitrates, avec le fait qu'Israël pompe l'eau en amont, les nappes phréatiques qui ne sont pas suffisantes, et donc tout est problématique. Et comment cette population aujourd'hui peut se projeter, je veux dire, sur un avenir où on voit que quand même il n'y a pas une grande lueur aujourd'hui d'espoir, et même les associations qu'on a rencontrées, grosses associations, je pensais notamment à l'UAWA, enfin c'est pas une association, en l'occurrence c'est un syndicat des agriculteurs, qui disaient eux-mêmes ils ont du mal aussi à faire des projets, parce qu'ils ne savent pas dans 6 mois, dans 3 mois, faire des projets pour que ce soit détruit au moindre bombardement israélien. Voilà, donc tout est, je dirais pas tout est bouché, mais malgré tout, voilà, il faut soutenir pour que les petites lueurs d'espoir restent vaillantes, parce que sinon, voilà, ça devient compliqué. Sachant qu'aujourd'hui, si on interroge notamment la jeunesse palestinienne, c'est vrai que bon nombre de jeunes ne rêvent que d'une chose, finalement, c'est de partir de Gaza. Voilà. Ce qui se comprend. Ce qui est le but. Et ce qui est quelque part. Alors, ce qui est le but d'une certaine façon d'Israël. Ce qu'on voit, ce qu'ils font avec la colonisation en Cisjordanie, ou les conditions qu'ils imposent à Gaza, c'est vrai que c'est de forcer les gens quelque part à partir. Sauf que de toute manière, on les empêche. Mais comme en même temps on les empêche de sortir, ça s'appelle une contradiction. C'est invivable, c'est une prison, mais c'est pire qu'une prison. Oui. Par rapport à l'eau, je voulais rappeler que la Banque mondiale a dit que d'ici 2020, la Banque de Gaza serait invivable. Et aussi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a aujourd'hui même, encore ces derniers temps, des incursions, et qu'on parle beaucoup finalement d'une prochaine offensive militaire d'Israël contre Gaza. Oui, il la craignait pour le printemps. Concernant l'eau, ce qu'on peut peut-être ajouter, on avait rencontré avec Sarah justement une personne de la Croix-Rouge internationale qui nous a expliqué que la Croix-Rouge internationale avait construit des tuyaux qui auraient pu desservir Gaza et qui étaient reliés aux tuyaux israéliens. Il suffit d'ouvrir les vannes pour que l'eau propre et potable arrive à Gaza. Sauf que les tuyaux sont hermétiquement fermés. Quand on a posé la question, est-ce que, en tant que Croix-Rouge internationale, quel poids vous avez pour faire ouvrir ces tuyaux, elle a dit aucun. Parce que si on commence à crier un peu fort et à taper sur la table, on n'aura plus du tout aucun moyen d'intervenir sur Gaza, comme on fait, de distribuer des semences. C'est le chantage systématique. Donc, si on veut pouvoir intervenir un tout petit peu, il faut qu'on accepte. C'est vrai que les ONG qui sont sur place, puisqu'il y en a, il y a un certain nombre d'ONG, d'ailleurs, alors je ne sais plus, c'était le PCH, je ne sais plus qui on avait rencontré, qui nous avait dit qu'il y avait plusieurs pouvoirs à Gaza. Il y a le pouvoir du Hamas, il y a le pouvoir de l'autorité palestinienne, quand même, qui est quand même là, il y a le pouvoir de l'UNRWA, et il y a le pouvoir des ONG, voilà, qui sont quand même pas négligeables, puisque ces ONG qui sont présentes, et bien effectivement, pour pouvoir être présentes, elles sont un peu... elles sont un peu assises inconfortablement, parce que pour pouvoir rester, il faut quand même aussi qu'elles acceptent un certain nombre de compromis, et donc par exemple effectivement la Croix-Rouge internationale, mais d'autres. Donc voilà, elles sont là, et du coup elles imposent quelquefois aussi leur dictat aux Palestiniens, parce que du coup c'est ça où on s'en va. Enfin, donc c'est aussi compliqué, c'est un pouvoir qui est très compliqué, et la situation de fait est aussi de ce point de vue-là pas simple. Voilà. Donc, Il y a des gens oui. Aussi Est-ce qu'il y a des... connaissent pas J'ai seulement une information à donner. Oui. Puisque une dernière. Jean-Guy parlait de l'embargo militaire. Aux éditions de France-Palestine Solidarité, dans le dernier cahier de la FPS qui vient de sortir et tout le monde ne le connaît pas, c'est la coopération militaire avec Israël. Et c'est le cahier numéro 28, et l'auteur est là, Patrice Bouvray. Voilà. Donc, il y en a à vendre, mais je crois que c'est important que les gens sachent qu'il y a ça, parce que c'est vraiment un truc solide pour l'action. On fera la règle. Monsieur, vous voulez poser une question là. Vous avez évoqué tout à l'heure que depuis 1 an et demi que vous n'avez pas pu rentrer, enfin, que les 2 passages sont... Depuis cette année. Oui, j'avais fait quelques entretiens avec le professeur Oberlin, qui se rend assez régulièrement, et qui, lui,
il y va par les tunnels. Non. C'est plus maintenant. Alors, par Israël toujours. Hein? Il passe toujours par Israël. Il a une ONG, il passe par une ONG internationale, médicale. Il est passé une fois par les tunnels, Oui, voilà, ça, mais c'était il y a longtemps. Mais sinon, il part régulièrement, effectivement, 2 à 3 fois par an à Gaza, dans le cadre d'une ONG internationale médicale qui est accréditée par Israël. En fait, ma question, voilà. c'était justement les tunnels. Ah, les tunnels. Actuellement, c'est le cordon de la vie pour Gaza. Est-ce que je sais que Israël a dynamité. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui a noyé les tunnels. Les tunnels, mais Israël a contribué lourdement là-dessus. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est toujours opérationnel? Quelle est la proportion de tunnels qui... vous en savez quelque chose actuellement sur cette dernière année? Il semble qu'il n'y en ait quasiment plus. Alors certains sont en train de nouveau creuser, mais il semble que non, que l'Égypte maintenant soit très vigilante. Il y en a quelques-uns. Parce que ces tunnels, c'est effectivement pour Gaza, ça permet de faire rentrer effectivement des denrées, des produits qu'Israël ne permet pas d'entrer, enfin ne permet pas ou insuffisamment, enfin en tous les cas d'autres produits. Mais c'est aussi une certaine forme d'économie pour l'Égypte. Je veux dire, en fermant les tunnels, c'est vrai que certains ont dû grincer les dents, et notamment probablement les premiers, les militaires égyptiens, parce que c'est eux quand même qui prenaient au passage. Donc il semblerait effectivement, la plupart des tunnels ont été noyés, ainsi de suite. N'empêche qu'il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui soient remis en service. Juste pour, enfin, pas juste pour cette raison, mais aussi pour cette raison, parce que... Comment vous expliquez l'entrée de la nourriture, parce qu'il dit quand même... Ah, c'est Israël. Israël passons au tarif... C'est un marché captif pour Israël. Ils balancent leurs produits, ils sont sûrs qu'ils vont être achetés, puisque de toute manière, il n'y a pas d'autres fournisseurs. Il n'y a pas d'autres fournisseurs, il n'y a qu'Israël. Il y a effectivement ce que produisent un peu les Palestiniens de la bande de Gaza en niveau agriculture, mais c'est quand même pas... voilà, ils sont pas en autosuffisance. Il faut rappeler qu'il y a 2 millions d'habitants quand même sur 360 Beaucoup km. d'entreprises ont été détruites. Voilà, que les entreprises ont été détruites en 2014 et peu ont été reconstruites du fait que Israël n'autorise pas les entrées de matériaux pour la reconstruction. Donc c'est un marché captif pour Israël. Donc ils envoient leurs produits et ça coûte cher, la vie coûte cher à Gaza pour des Palestiniens. Il n'y a que cette... Moi je peux répondre là-dessus parce que j'ai travaillé là-dessus. En fait, ils n'ont pas d'autre possibilité parce que c'est un marché captif, c'est-à-dire que Israël déverse librement là parce qu'il s'arrange pour rendre impossible les échanges entre Cisjordanie, Gaza et l'étranger. Juste par exemple en mettant des tas d'obstacles à l'importation avec des formalités qui ne demandent pas. Mais par exemple juste amener le coût de transport de Ashkelon à Gaza qui est tout proche est plus élevé que de New York en Californie, juste pour donner un exemple. Et ceci à tous les niveaux. À tous les niveaux, par rapport aux formalités, par rapport aux certificats, par rapport aux documents, etc. Exigés pour pouvoir importer. Donc la seule solution, c'est de se tourner vers Israël pour être sûr d'avoir les produits. C'est vrai qu'en 2013, jusqu'à 2013, il y a eu une période où les tunnels marchaient bien. Et d'une certaine façon, on pourrait presque dire que même si Gaza était en situation de blocus à ce moment-là, c'était presque l'opulence par rapport à maintenant. C'est toujours Amir, qui maintenant habite en France, et qui dit, quand j'appelle ma famille, ils me disent, et lui il était là-bas en 2013, c'est la dernière fois où il a pu être à Gaza, et sa famille lui dit, mais 2013 c'était le paradis à ce moment-là. Tout est relatif. Tout est relatif, bien sûr. Rappeler quand dire même. Que là, vraiment, ils s'enfoncent de plus en plus dans quelque chose. 2014. Oui, la catastrophe humaine peut être terrible aussi, et qu'elle peut se passer sous nos yeux sans qu'on puisse réagir. C'est pour ça que je voudrais rajouter une petite chose par rapport au boycott. C'est vrai qu'il y a l'action du boycott, mais je pense que c'est important aussi, et c'est pour ça que vous êtes ici aussi, c'est de s'informer comme il faut et de pouvoir réfléchir et raisonner, je dirais pas paisiblement, mais raisonner un peu rationnellement par rapport à une situation qui est très vite en France, une situation où émotionnellement les gens se heurtent les uns les autres. Et donc déjà,
Alors, il y a agir sur nos gouvernements, mais on sait que la plupart de nos gouvernements sont plutôt, même sous des beaux atours, sont à fond à soutenir Israël, du moins à le laisser faire. Mais au niveau de la population, c'est important que nous-mêmes, on développe une capacité à dépasser le langage noir-blanc, je sais pas quoi, et que les gens comprennent les difficultés. C'est vrai que Gaza n'est pas une société vertueuse, elle est scellée comme tout le monde, comme nous ici, avec des divisions, des injustices, mais aussi avec des solidarités, des bonheurs, voilà. Cette chose-là, il faut arriver à la comprendre un petit peu pour la transmettre. Les marchés de Gaza sont plutôt bien achalandés, hein. Il y a tout ce qu'il faut, que ce soit en vêtements. Seulement les gens, très peu de gens peuvent en profiter et peuvent les acheter parce que les prix ont quadruplé en 2 ans. Le paquet de cigarettes est passé, alors juste ce paquet de cigarettes, de 7 shekels à 27 shekels. Voilà. Donc voilà, ça donne un peu une idée. Hein? Pour un fumeur, ça l'a dit. Oui, Est-ce qu'il serait possible que les associations BDS puissent faire de pression sur le gouvernement comme le CRIF, il le fait? Oui. On n'arrête pas de faire. Non mais donc la question qui est posée, qui n'est pas posée, mais que tout le monde a posé dans l'esprit, c'est quand tous ceux qui ont une petite idée de ce qui se passe à Gaza, il faut rappeler que ça fait quand même pratiquement 60 ans que ça dure, et comparons ça, ce silence total, cette passivité absolue, à l'émotion, à la mobilisation de la communauté internationale autour de toute une série de choses qui se sont passées tout autour et qui ont duré fort peu de temps, en Syrie, en Irak et ailleurs, à Mossoul en ce moment même. On a parlé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, alors qu'Israël fait ça, mais allègrement, c'est devenu son usage quotidien à Gaza depuis des décennies. Et que ça ne s'arrange pas, comme vous l'avez rappelé, loin de là. Et sans susciter d'émotions particulières de nos médias, ni de nos dirigeants, ni d'une manière générale de ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Hein? Malgré un certain nombre de résolutions de l'ONU, malgré des rapports qui ne sont pas respectés par Israël, voilà, ils s'en contrefichent complètement. Des rapports qui sont quand même produits, alors effectivement Gaza 2020, mais aussi d'autres rapports sur la colonisation, sur les crimes commis par Gaza. Je veux dire, l'information est quand même là, je veux dire. Donc nos gouvernements pourraient s'en emparer quand même. Ils ne peuvent pas dire on ne sait pas. Non, c'est vrai qu'il y a quand même un silence total là-dessus. Ou alors quand Israël se met à bombarder et massacrer des centaines de femmes et d'enfants, Hollande qui nous dit Israël a droit de se défendre. Voilà. Après il a réajusté parce que c'est un peu gros. Quand même. Mais au demeurant, il ne faut pas non plus dire c'est très gros, tout le monde, on peut passer des heures à s'indigner, mais par exemple quand tu as dit tout à l'heure Paris-Plage, cette initiative ridicule, on était 3 associations impliquées. L'initiative ridicule à l'intérieur de Paris-Plage, de Tel Aviv-Plage, montée par Hidalgo et ses petits copains. Plage, on avait lancé, il y avait une association qui avait lancé un Gaza-Plage, qui a eu un énorme succès. Oui. J'y étais, comparativement à ce qui se passait. Moi j'étais dans une autre action BDS, on était 50, maxi. L'action UJFP, ils étaient sur un dinghy, sont fait ramasser vite par la politique fluviale. J'ai vu ça. Et par l'action FPS, ils distribuaient des tracts, ils ont pu se mobiliser. Enfin, on était 150 maximum. Et moi, je suis descendu à Tel Aviv plage, et il faut voir la population qui se dilatait. Et puis ils sont tellement mis dans de telles conditions, tu as raison, on n'arrive plus à dialoguer, c'est évident. Donc là, on a du mal, on n'est pas nombreux, il ne faut pas triompher. Ah non, mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et puis, on peut passer des heures à il s'agit pas du tout de triompher, bien au contraire, de s'indigner, oui, sans doute. Mais on peut passer des heures aussi à s'indigner, c'est comment on peut faire avancer, quoi. Voilà. Alors, non, mais il ne faut pas triompher. Je crois il y avait peut-être d'autres questions. Non, tout ça c'est important qu'on se refait. Merci de votre
travail très important sur Gaza. Vous étiez allé à Gaza dans une situation difficile, blocus. Je ne sais pas comment vous étiez allé par la Cisjordanie ou l'Égypte, mais tout est difficile pour rentrer à Gaza, même pour les Occidentaux. Et pour les Palestiniens, c'est déjà très, très difficile. Je suis palestinienne de Gaza, je vis ici à Paris. Je profite quand il y a énormément d'électricité tous les 24 heures, 1 heure ou 1h30. Je vois ma sœur qui est allumée les ordinateurs, soit sur Viber ou le moyen gratuit, Messenger, tout ça. Et ma sœur, ma famille, mes amis, des associations. Et je prends un détail les nouvelles à Gaza. Un détail je connais tous les jours. Et je ne peux pas aller sur place parce que je suis interdite d'y aller. En tant que palestinienne militante, même à Gaza, je ne peux pas aller. Même après l'accord de Oslo, j'ai essayé d'aller. J'étais refoulée par les Israéliens et par les soldats israéliens. Et si Israël ne bombarde pas Gaza et tue des centaines et des centaines et des enfants, des écoles, même les écoles de l'UNRWA, vous connaissez comme moi, toutes ces informations, utilisent une politique, la mort à crédit à Gaza. Et soit on tue des Gazaouis, ou même d'autres Palestiniens, Cisjordanie, Jénine, massacre de Jénine, tout le peuple palestinien. Mais on concentre sur Gaza. C'est la politique, la mort à crédit à Gaza. Par l'eau, l'électricité, embargo, la nourriture. Il n'y avait pas d'électricité dans les hôpitaux. Il y avait des cas et des cas étaient morts parce qu'ils avaient besoin de l'oxygène et tout ça. Ça n'existe pas l'électricité plusieurs fois à Gaza. Les Gazaouites font le maximum, les médecins font le maximum, les ministères de la santé font le maximum, mais il y a des choses hors de notre pouvoir. Et il y a les enfants qui naissent handicapés, des milliers et des milliers d'enfants. Mais je trouve aussi il y a un silence arabe et occidental et américain. C'est comme la vie était faite de cette façon à Gaza. C'est le destin de Gaza. C'est comme le Dieu a mis un destin sur Gaza. Il n'y a pas de campagne pour Gaza. Et moi, quelquefois, je parle, il faut faire une campagne spéciale pour Gaza. Moi, en tant que femme palestinienne de Gaza, je me considère, je suis de Jaffa, de Yara, de Acre, je suis palestinienne, je suis arabe, je suis même internationale. Mais quand je parle de Gaza, on me considère que je vais résumer la cause palestinienne, c'est Gaza. Non, je ne résume pas la cause palestinienne que de Gaza. Mais Gaza a besoin de nous. Quand Jénine avait besoin de moi, j'étais présente dans toutes les activités et les événements pour Jénine. Quand il y avait des Palestiniens en Cisjordanie, en Israël, des Palestiniens de 48, j'étais tout le temps avec les Palestiniens de 48, faire quelque chose. Mais quand je dis Gaza, oh, parce qu'il est de Gaza, alors il faut finir avec cette mentalité. Et il faut vraiment, si on veut faire quelque chose pour Gaza, une campagne au niveau d'Europe. Merci. Ben voilà. Que ce livre y participe, on espère. Bon, on va peut-être vous laisser conclure. Et puis... Une chose justement par rapport à la diffusion, c'est qu'actuellement on est en train de lancer la traduction en anglais et qu'on espère rencontrer un éditeur anglophone, peut-être avec l'aide des éditions Rive-Neuve qui ont publié ce livre. On remercie d'ailleurs Gilles Crémer qui nous a aidé pour la conception même du livre, qui est quand même assez beau plastiquement,
Hein, vous avez vu, nous, voilà, avec des livres. Vous allez bientôt pouvoir tous l'acheter. Voilà. Mais donc, peut-être une édition anglophone, et pourquoi pas, Sarah a évoqué ça, pourquoi pas abandonner une édition arabe aussi, on peut espérer, voilà. Sachant qu'il y a 6 exemplaires qui partent demain à Gaza, voilà, dans les valises. Voilà. Comment le livre, traduit en anglais, non? La moitié sur Gaza. Le film est en plusieurs langues. Et j'avais un autre livre, Un sourire qui est sur Gaza. Bon, on va peut-être conclure. On va peut-être conclure. Vous vouliez une conclusion et oui. Ah pardon, madame. S'il vous plaît, pas tous en même temps, madame. On a parlé, enfin, Franck a parlé d'israélisation de la gouvernance française. Je pense qu'effectivement elle est à l'œuvre. C'est pourquoi je mettrai des tracts à la disposition de ceux qui voudront. Il y a ce samedi, 1er juillet, une manifestation pour en finir avec l'état d'urgence. Je pense qu'il est important que la majorité des citoyens se mobilisent. La campagne BDS sera d'ailleurs présente dans cette manifestation, mais pas uniquement. Il y a un certain nombre d'associations, de collectifs qui se mobilisent. Ça, c'était une des premières choses que je voulais vous dire. Une seconde chose, on n'a pas parlé, parce que c'est vrai que c'était pas le thème de ce soir, mais on n'a pas parlé des prisonniers politiques palestiniens et de la grève qu'ils ont menée pendant 40 jours. Oui. Il y a parmi ces prisonniers politiques palestiniens des Gazaouis qui sont en Israël, puisque... Enfin, la presse française n'en a pas parlé, le site de la librairie en a abondamment parlé. D'accord. Et de la grève de la faim, des événements qui avaient lieu autour, particulièrement répugnants, avec les mecs qui venaient faire des barbecues sous les fenêtres des prisonniers qui faisaient la grève de la faim. Voilà, bon. Ça, on n'a pas vu ça dans la presse française, c'est clair. Pas vraiment dans la presse française. On peut aussi considérer que la mobilisation autour de cette lutte courageuse pour la dignité et la liberté qu'ont mené les prisonniers palestiniens n'a pas été à la hauteur, en tout cas à Paris, je ne sais pas ailleurs. Il y a un meeting de solidarité pour rendre hommage aux prisonniers politiques palestiniens ce mardi 4 juillet au Centre culturel algérien dans le 15e. Donc vous y êtes aussi. Avec le 62. Voilà. Voilà. Bon, donc une conclusion quand même. Oui, moi je veux dire que le développement de BDS, même s'il ne se substitue pas à la lutte des Palestiniens à l'intérieur de la Palestine, c'est un combat absolument majeur pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que nous pouvons mener ce combat, nous avons la chance, malgré les gouvernements réactionnaires auxquels on a affaire, nos possibilités militantes sont sans commune mesure avec la situation du peuple palestinien. On a quand même la chance par rapport à eux de pouvoir développer certaines mobilisations. Ensuite, le deuxième point, c'est que développer le mouvement BDS, c'est une solidarité indispensable pour le peuple palestinien qui nous le demande. Hein. Depuis plusieurs années, tous les voyages en Palestine, les Palestiniens insistent énormément pour dire surtout développer BDS, c'est ce qui nous aide le plus, etc. Mais en développant BDS en France, on se mobilise non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour le vivre ensemble en France même. Parce que c'est cette question-là qui est en jeu, à la fois en Palestine, à la fois ici, à savoir l'antiracisme et vivre ensemble en dépit d'origines différentes. Et c'est pas pour rien que beaucoup de politiciens en France, comme ça a été dit, et comme l'a dit Franck, voudraient une israélisation de la société française, etc., parce que le gouvernement israélien assimile les terroristes et les Palestiniens et fait l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Et donc c'est absolument indispensable de lutter efficacement contre ça. Et pour terminer, je n'avais pas dit non plus dans mon introduction, mais tout le monde le sait,
que le mouvement BDS est un mouvement non violent. Et le fait que c'est non violent, ça gêne énormément Israël. Parce qu'Israël préfère avoir affaire à un mouvement violent. Quand il y a un mouvement violent, la politique d'Israël, c'est d'être encore plus violent. Mais voilà, mais face à un mouvement non violent, ils sont démunis, ça ne fait pas partie de leur culture. Voilà. D'ailleurs, le petit clip de samedi dernier au Salon du Bourget, vous pouvez voir sur le site BDS, il est assez étonnant parce que il y a deux types de sécurité. Il y a la police elle-même, et puis il y a le service d'ordre israélien. Et les services d'ordre israéliens, à un moment donné, ils se retrouvent coincés parce qu'ils ont engueulé les flics parce qu'ils auraient voulu qu'on soit virés tout de suite. Les flics ont fait juste leur boulot de protection. Et du coup, il y a, sur le clip, on voit les 2-3 agents de service dont un, on le voit régulièrement à chaque moment. Voilà, ils sont là, les bras ballants, ils râlent et ils sont complètement impuissants. Relativement impuissants, hein, sur le moment. Hein. Ils ont quand même cassé une caméra, etc. Mais bon, malgré tout, voilà, il y a cet aspect-là. Voilà, puis pour terminer, là, je veux dire que les personnes qui souhaitent rester en contact avec le BDS France peuvent laisser leur adresse internet ou leur téléphone. Au besoin, vous pouvez aussi nous l'envoyer, on relaiera. Voilà. Et une autre information, c'est qu'en fait, avec le livre, non pas en vente, puisque c'est offert, c'est à disposition, dans le DVD et dans le livre, il y a déjà dans le livre une bibliographie, une filmographie. Dans le DVD, il y a un dossier de ressources internet. Et si vous allez sur le site genredegaza.info, qui est le site qui porte le film et qui parle aussi du livre DVD, éventuellement qui pourra se développer, il y a un dossier de recherche aussi exhaustif que possible qu'on a constitué, internet, de liens internet, de biographie et filmographie, que vous pouvez soit utiliser directement sur le site, soit télécharger, utiliser après, et il pourra éventuellement être actualisé plus tard. Des diaporamas. Et en plus, il y a des diaporamas dans le DVD, 3 diaporamas qui ont été faits par Annie, Véronique et Sarah à l'occasion de leurs différents séjours. Donc, voilà. Conclusion de la conclusion. Ça vaut combien le livre alors 15 €. D'accord. À la caisse dans 5 minutes. Juste pour compléter sur les histoires de bibliographie ainsi de suite, je vous invite à aller visiter le site de la plateforme des ONG pour la Palestine, où il y a un certain nombre de ressources visuelles, et notamment, là j'ai distribué tout à l'heure la carte il y a l'infographie qui est vraiment très intéressante, des dossiers très intéressants. Il y a par exemple toute une chronologie qui est rappelée, une frise chronologique sur l'histoire de la Palestine. Et puis bientôt il y aura un argumentaire aussi, un contre-argumentaire d'ailleurs, qui peut être tout à fait intéressant à lire, qui sera tout à fait intéressant à lire, justement pour pouvoir répondre en tant que militant, pour pouvoir répondre aussi à des questions qui nous sont un peu, qui peuvent nous gêner. Voilà, donc je vous invite vraiment, parce que c'est un site où il y a vraiment beaucoup de ressources et qui est très intéressant. On peut même avoir une newsletter. C'est ça, voilà. Y abonner, recevoir. Donc, la plateforme des ONG. La plateforme on va remettre tout ça sur la vidéo. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. مثلا أنا طفل واحد من أطفال غزة الملايين لا يتوفر لدي الحقوق الكاملة بسبب الاحتلال الصهيوني، فماذا سوف نفعل إن كانت القوات تدخل على البيوت في المناطق الحدودية وتقتل الأطفال وتقتل والرجال والمسنين والنساء؟ فأني أنا عندما أشاهد الاحتلال فإني أبكي من كثرة، لأن القلب يكون خائف، لأنه إذا قتل طفل فلان فسوف يقتل الطفل فلان وسوف يقتلني وسوف يقتل أطفال غيري. Donc cette famille, toute la famille était massacrée sauf l'Aubert qui était dehors, qui allait acheter du pain pour sa famille, et il est revenu, il n'a pas trouvé ni la maison ni les enfants. Donc ça c'est la sœur de ce petit garçon, la petite fille qui était aussi bombardée. I was expecting to be a possible target every second. You could always feel the threat of death very close.
ما ذنبنا؟ ما ذنب الأطفال؟ إنهم هم الذين يخربون السلام، إنهم هم الذين يطلقون الصواريخ، إنهم هم الذين يدمرون الاحتلال، إنهم أطفال كأطفالهم، إنهم أطفال كأطفال العالم. يجب أن يعيشوا حياة جميلة. لازم تتأكدوا كل العالم الأجنبية اللي بتسمع من الاحتلال انه الشعب الفلسطيني ارهابي. الاحتلال بده ارض بدون منادمين، بس هذا بحلم حلم تيكون هذا بحققوش. يعني دائما احنا دائما الحق علينا، يعني بدناش ندافع عن حالنا. طب احنا لاجئين، احنا قاعدين في بلاد غير بلادنا، طب ايش نعمل؟ يعني يجوا فوق رؤوسنا يخبطونا طب يعني بدناش ندافع عن حالنا، دائما احنا يعني الحق علينا واسرائيل مظلومه؟ مش ممكن يعني. What every Palestinian is seeking is justice. So speak for justice. That's exactly what I act for justice. And enough with silence. That's it.